Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes tous d'accord avec moi que la notion de bonne gouvernance est totalement d'actualité, surtout lorsqu'on parle de croissance. Il est de plus en plus admis que la bonne gouvernance est nécessaire au développement qui lui passe par la croissance, une somme de croissance en fait. De quoi souffre la gouvernance dans nos pays, dans les États africains? Pourquoi la gouvernance est tant malmenée? Bonne gouvernance et croissance économique, quel lien? Il y a beaucoup à dire et nous allons échanger sur la question avec le docteur Bakary Traoré. Vous êtes avocat d'affaires, expert en gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises. C'est cela. Juste auprès de vous, M. Daoud Dagba, vous êtes consultant international management et leadership. Absolument. Ensuite, M. Alain Koudou, ingénieur agroéconomiste, consultant en agribusiness. Je ne me trompe pas. Et enfin, Maître Bertin Zouri, notaire conseil, spécialiste de la stratégie patrimoniale. C'est bien juste. Bonsoir et merci, messieurs, de nous faire profiter de votre expertise sur la question de la bonne gouvernance. Donc, je voudrais tout de suite commencer par poser la première question à M. Daoud Dagba. Pour vous, la bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout la saine gestion et la direction efficiente des affaires publiques de l'État d'un pays à travers ses institutions politiques, ses institutions juridiques, ses institutions économiques et ses institutions sociales et communautaires. Docteur Bakary Traoré, lorsqu'on s'arrête là, déjà, la gouvernance est déjà définie entièrement? La bonne gouvernance, c'est tout simplement le fait de diriger un État ou un village ou n'importe quelle autre organisation d'ailleurs, de telle sorte que les intérêts de tout le monde soient pris en compte et que l'organisation qu'on dirige se porte mieux et soit durable. C'est une définition que j'opère moi-même pour donner une meilleure compréhension. C'est ainsi que je dirais que dans tous les villages, vous avez des règles de succession pour les chefs, vous avez des notables. Le chef ne peut pas prendre la décision sans consulter les notables. Vous avez des interdits. Donc vous avez donc un certain nombre de règles. Donc c'est simplement la régulation de la société. C'est ça la bonne gouvernance, de bonne règle de régulation. Ces deux définitions ensemble, Maître Zouri, nous disent que tout a été dit, non? La bonne gouvernance, c'est aussi cette alchimie entre les institutions et les règles de droit qui ont été prises dans le cadre démocratique, par les institutions démocratiques. Comment ces institutions, imbriquées les unes dans les autres, sans se marcher sur les plates-bandes, arrivent à faire prévaloir la démocratie pour faire marcher cette institution, ce pays, cette collectivité, ce village, comme il dit le docteur Bakary. Mais la bonne gouvernance, en tout état de cause, c'est la manière efficiente, sans corruption, j'ai envie de dire, de diriger le milieu social dans lequel on est appelé à évoluer. Monsieur Alain Koudou, je dois me contenter de ces trois définitions. Je rejoins cela, docteur Bakary. C'est un concept qui est né il y a quelques temps. Je dis bien un concept parce que c'est un concept à un moment donné qui a été promu par les institutions financières internationales, de la même façon qu'à un moment donné, elles ont fait les plans d'ajustement structurel. Mais comme docteur Bakary l'a dit, cette nécessité de respecter les règles, d'avoir certains comportements pour permettre à la société d'être équilibrée et d'avancer, de vivre en harmonie avec la nature, les intérêts financiers, juridiques, que tout ça soit équilibré de sorte que la société avance, ce qu'on appelle le développement, je pense que c'est véritablement cela. Je voudrais tout de suite m'adresser à M. Daoud Dagba. La bonne gouvernance, j'ai compris. Maintenant, on peut parler de croissance économique. Et comment ça se définit? Oui, merci. La croissance économique, ça rime totalement avec la bonne gouvernance. Il ne peut pas avoir de croissance économique sans bonne gouvernance. Donc la croissance économique, simplement, c'est la capacité pour un pays de voir ses citoyens, regarder de face l'évolution de ce pays à travers des indices précis.
Croissance économique, pour parler comme tous les Ivoiriens, est-ce qu'aujourd'hui, la situation financière de la Côte d'Ivoire est meilleure que hier? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le produit intérieur brut permet de dire qu'on a une évolution, n'est-ce pas, en termes de croissance, des richesses produites? La croissance économique, pour moi également, c'est, au-delà de cette définition institutionnelle, de dire que la ménagère qui va au marché d'Agamé, lorsqu'elle voit que hier, elle payait 5 gombos à 200 francs, aujourd'hui, elle peut payer 10 gombos à 100 francs. Pour elle, il y a un indicateur précis de croissance économique. Donc, il y a un impact sur le citoyen contribuable. Docteur Traoré, vous ajoutez quelque chose à cette définition pour Merci. mieux nous éclairer? Je voudrais simplement dire que quand vous prenez un pays, le pays produit la richesse à travers ses agents économiques. Donc le niveau de production de cette richesse peut augmenter en fonction d'un certain nombre de facteurs. Et donc ça, c'est mesuré. Donc est-ce que si on part d'une année N à une année N plus 1, est-ce que le volume de richesse qu'on a produit a augmenté? C'est un peu ça, pour simplifier les choses, la croissance économique. Maintenant, comme il dit, il y a un impact. On ne va peut-être pas rentrer dans certaines considérations maintenant, mais lorsque vous voyez qu'il y a effectivement de la croissance économique, mais on se rend compte que l'État construit des routes, l'État construit des hôpitaux, l'État construit des écoles, l'État améliore les infrastructures. C'est la croissance économique, la création de la richesse qui permet cela. Et ces infrastructures qui sont améliorées sont au profit de la population. Par exemple, en Asie, pendant les 2 dernières décennies, il y a eu des taux de croissance assez forts et on a constaté que le taux de scolarisation des élèves, filles comme garçons, a été nettement amélioré. On a constaté que plus de 700 millions d'Asiatiques sont sortis de l'extrême pauvreté. Donc la croissance économique est importante. Ce n'est pas directement dans l'assiette, certes, mais il faut que la qualité de vie des citoyens soit améliorée à travers les infrastructures qu'on construit, à travers le niveau de salaire après qu'on peut augmenter, comme cela se fait de plus en plus. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je pourrais dire par rapport à la définition que je donne. Ce n'est pas une définition scientifique pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. C'est une définition réaliste, c'est ça. Voilà, merci. D'accord. Maître Zaoury, vous ajoutez quelque chose à cela. Quel est l'aspect de la croissance qui vous intéresse, vous? Ben moi, l'aspect de la croissance qui m'intéresse, en plus de ce que viennent de dire les amis, c'est que la croissance, elle est vue sous 2 aspects. Elle est vue du côté des institutions qui l'évaluent. Et elle est vue du côté des consommateurs qui, on va dire, la mesurent concrètement. Les vecteurs d'évaluation de la croissance économique d'un pays sont vus en fonction de certains agrégats que ne maîtrise pas forcément le citoyen lambda et qui se dessinent au niveau des institutions internationales telles que la Banque mondiale, telles que le FMI et les grands pays qui détiennent la science des mesures économiques. D'accord? Donc, de leur point de vue, il peut se dessiner une croissance économique qui n'est pas forcément celle que nous percevons sur le terrain. Donc il faut distinguer ces 2 aspects de la croissance économique qui se rejoignent bien entendu, puisque la finalité doit être ce que ressent le citoyen ivoirien dans son quotidien. J'ai compris votre développement, mais ce n'est pas vous que je vais laisser creuser davantage, mais plutôt M. Alain Koudou. Lorsque le FMI ou la Banque mondiale dit à croissance, ça veut dire forcément il y a croissance, ou bien on peut contredire l'information? Je pense que quand ils développent des indicateurs comme le PIB ou le PNB, le PIB, c'est simplement la somme de toutes les croissances produites par tous ceux qui sont sur le territoire national, qu'ils soient des nationaux, qu'ils soient des sous-régionaux, qu'ils soient des multinationales, et ceci. Donc, il faut faire souvent très attention à l'indicateur qu'on met en avance. On peut bien mettre en avance l'indicateur PIB, et là, il y a des chiffres de l'économie des finances, par exemple, en 2012, où il y a eu 9,8% de croissance qui a été fait. Ça a été fait donc au niveau du PIB. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que seulement 0,7% de cette croissance-là est produite, c'est-à-dire que c'est le PNB, c'est-à-dire que c'est la partie qui est réalisée par les nationaux et les sous-régionaux.
Or, les 9,1% restants sont faits par le secteur secondaire et tertiaire, qui sont donc l'industrie et puis les services, là où les nationaux et les sous-régionaux ne sont pas beaucoup en activité. La croissance, c'est une activité, elle va, in fine, à celui qui l'a produite. Donc, on peut avoir de la croissance économique et pourtant être vente vide, comme on peut avoir de la croissance économique inclusive, parce qu'on s'est arrangé à travers des stratégies pour que cette croissance soit produite par des nationaux et des sous-régionaux. Mais cela, les gens de la Banque mondiale ou du FMI ne le cachent pas. Quand vous lisez en entier les rapports, ils pointent cela comme faiblesse. Même si, toute chose est grande par ailleurs, mieux vaut avoir la croissance que ne pas l'avoir, qu'elle soit le fait d'investissements directs étrangers, des multinationales ou choses. Déjà, c'est bien déjà de l'avoir. Maintenant, il faut que cette croissance-là soit inclusive. Il faut que petit à petit, on aille à la qualité de la croissance. Très bien. On ne cesse de le dire, un État bien régulé, c'est celui qui fonctionne selon des règles préétablies, des règles gravées comme dans du marbre. Un État fort, ce sont des institutions fortes aussi, au plan économique, au plan social et au plan juridique. On va suivre cet élément et nous allons poser la question essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes de gouvernance dans les États africains? S'il n'y a pas d'institutions politiques et juridiques fortes, on ne peut pas aboutir à la bonne gouvernance. Et pour les institutions politiques ou juridiques fortes, une institution, bien entendu, c'est instituée par les hommes. Et pour cela, pour qu'elle soit forte, on va parler un peu de 3 points. On peut en avoir d'autres, des outils, des capacités et de la flexibilité des institutions. Au premier point, au niveau des outils, une institution devra avoir, bien entendu, comme on le sait, des statuts. Dans lesquels on devrait décliner le mandat, la vision, les missions, les objectifs principaux, les indicateurs de performance. Et bien entendu, avoir également un règlement intérieur, et un règlement financier, un règlement du personnel. Et bien entendu, avoir également, au niveau de ces outils, un système budgétaire comptable performant. Il faut que celle-ci ait des capacités. Et les capacités, au premier niveau, sont des hommes. Les hommes qui ont une bonne compétence, bien entendu, avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À ces personnes, on doit définir des attributions bien définies et en même temps leur conférer une stabilité fonctionnelle. En fait, il faut également des stratégies, bien entendu, pour mener à mieux les objectifs, tout ce qui est réglementé au niveau de l'institution. Et vous voulez parler de flexibilité. Si vous voulez, à ce niveau, il faut avoir une flexibilité d'adaptation à l'environnement. S'il n'y a pas une flexibilité d'adaptation au niveau de l'environnement, il est difficile que l'institution puisse atteindre ses objectifs, quand bien même elle a des capacités qui sont remarquables. Si une institution a ces 3 points est bien définie, bien coordonnée, alors on pourra parler de bonne gouvernance. Et là, il y a un élément important dans cette bonne gouvernance, c'est l'adoption et l'application de meilleures politiques de gestion. Il faut les adopter et il faut les appliquer. Alors, nous avons des définitions de la gouvernance à accepter et des définitions de la croissance à accepter par tous. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait la différence entre les États qui sont dits bien gouvernés et certains États, surtout les États africains, pour dire la chose très clairement? D'où vient notre défaillance, Dr Traoré? Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous allons au village, nous respectons toutes les règles. Personne n'ose transgresser les règles au village. Mais pourtant, quand nous arrivons en ville, nous devenons les champions de la transgression. Avant de répondre directement à votre question, nous avons beaucoup de citoyens qui roulent sur les trottoirs. Donc vous voyez que la gouvernance est d'abord une question de comportement. Maintenant, vous posez la question par rapport aux États africains. Il faut dire que lorsqu'on parle de bonne gouvernance des États, il y a quand même un certain nombre d'éléments pour mesurer cette gouvernance. Peut-être que vos questions viendront là-dessus tout à l'heure. C'est par rapport à ces éléments fondamentaux qu'on va se rendre compte qu'un pays est bien gouverné ou n'est pas bien gouverné. Parce que bien sûr, lorsque vous dites à quelqu'un qu'il gouverne bien, il faut des repères. Alors, je prends juste quelques éléments. Nous prenons par exemple la question de la qualité des services publics. Un pays qui est
bien gouverné, en tout cas qui a une démarche de gouvernance, doit faire en sorte d'avoir une bonne qualité de ses services publics. Je prends un deuxième indicateur, doit faire en sorte d'avoir aussi une bonne qualité des règles qui sont mises en place. Et on parle souvent des pays africains qui seraient mal gouvernés. Mais lorsque vous prenez les résultats, les résultats des évaluations à travers le monde, les pays asiatiques qui ont, pendant ces 2 dernières décennies, fait, comme je l'ai dit tantôt, des taux de croissance très forts, mais dans les classements mondiaux, sont en bas. Sont en bas. Donc, et puis ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les indicateurs de bonne gouvernance, ce n'est pas parce qu'un pays est mal classé à un moment donné qu'il est mauvais partout. La Côte d'Ivoire, l'indice Mo Ibrahim l'a montré, en développement humain, était bien classé. On voit aussi, on en viendra peut-être à des chiffres tout à l'heure, que pour beaucoup d'indicateurs, nous avons fait des progrès importants. C'est un processus de longue haleine. Donc beaucoup d'Africains partent de loin. Et si vous prenez l'exemple du Rwanda, depuis 2002 que le Rwanda a commencé à travailler, aujourd'hui, ils sont à un très bon niveau. Si vous prenez le Cap-Vert, depuis 1990 que le Cap-Vert a commencé, aujourd'hui, ils sont à un très bon niveau. Si vous prenez le Ghana, c'est depuis 2003, ils ont été membres fondateurs du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ils sont aujourd'hui à un très bon niveau. Nous, Côte d'Ivoire, nous avons commencé en sortant de la crise avec une situation extrêmement difficile. Mais tous les travaux qui sont menés, tous les efforts qui sont menés par les différents acteurs de la société ivoirienne font que nous avançons sur l'ensemble des indicateurs, même si les points que nous souhaitons ne sont pas encore atteints. Imaginez-vous que l'OCDE avait dit clairement, à la suite d'un certain nombre d'études, que les pays qui sont en déficit grave de gouvernance n'ont pas d'investisseurs. Or, aujourd'hui, vous avez de nombreux investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire pour investir. Ce qui veut dire que la confiance existe. Or, la confiance existe que parce qu'on estime que le pays est dans une démarche de gouvernance, même si on n'a pas encore atteint les sommets qu'on souhaite en la matière. Dans l'absolu, ce sont quand même les États africains qui sont les mal classés lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance. Allons donc plus loin que ça. À partir de quand a-t-on commencé à exiger des États africains de la bonne gouvernance? Vous avez eu, à partir de la disparition de, disons, ce qu'on appelle la guerre froide. Quand la guerre froide a pris fin, donc les pays qui aident les pays africains, les pays en voie de développement, sont devenus plus regardants sur un certain nombre de questions. Les droits de l'homme, ainsi de suite. Donc nous avons eu des sociétés qui n'avaient peut-être pas pris un certain nombre d'habitudes. Et progressivement, nous nous sommes mis dans la danse à partir de 90 et un certain nombre d'instruments au niveau africain et au niveau national, au niveau régional et tout, qui ont été mis en place, qui aident les États à avancer. Ce n'est pas facile parce que justement, il faut que chacun des habitants de chaque pays africain comprenne qu'il a aussi un rôle à jouer. Vous avez 4 acteurs principaux. Vous avez les pouvoirs publics qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance. Vous avez la société civile qui a un rôle à jouer dans l'amélioration de la gouvernance. Vous avez les élus, donc les hommes politiques. Donc la responsabilité des hommes politiques est engagée. Donc ils ont un rôle important à jouer pour l'amélioration de la gouvernance. Et puis bien sûr, vous avez les entreprises qui ont un rôle important à jouer. Lorsque l'Asie a connu sa crise en 1997, pour résoudre cette crise, ils se sont focalisés sur la crise. Ils ont oublié, par exemple, même la lutte contre la corruption, pour prendre cet exemple et tout. C'est lorsque les économies sont devenues fortes que ces pays sont revenus à certains indicateurs. Donc, les indicateurs n'ont pas la même importance pour un pays donné à un moment donné. Donc, il faut savoir choisir sur quel type d'indicateur il faut travailler à un moment donné pour avoir sa croissance et à quel moment on passe à quelle autre phase. Donc, tous les pays africains aujourd'hui ne semblent pas bien classés, certes, mais tous les pays font des progrès. Et lorsqu'il y a de mauvais coups qui arrivent, évidemment, ça vous fait dégringoler pour longtemps. Et pour beaucoup de pays, il y a des rapports qui le démontrent. Il y a beaucoup de pays qui ont fait d'énormes progrès en matière de gouvernance, pour diverses raisons. C'est pour ça que je suis optimiste. Mais je dis qu'il y a effectivement des problèmes. Ces problèmes-là doivent être réglés et ensemble, les gens doivent les régler. Au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui est rattaché à l'Union africaine, je crois que des efforts sont faits. Et même dans nos propres pays, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, lorsque le président s'est installé, il a mis en place 11 valeurs
Vous savez que l'éthique et les valeurs, c'est l'accessoire indispensable de la bonne gouvernance. J'en reviens au problème de comportement dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque les gens se comportent bien, respectent les règles, à ce moment-là, on peut parler de bonne gouvernance. Si bien qu'il y a 2 experts de l'AFD qui ont même redéfini la gouvernance pour dire qu'en fait, c'est simplement le niveau de formalisation des règles dans un pays et des règles qui sont effectivement appliquées. Justement, c'est pour nous allons le développer un peu plus tard, M. Daouda Ba. Lorsque vous regardez la situation véritablement, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité, il y a problème, mais on préfère être beaucoup plus optimiste et ne pas toucher le problème du doigt comme il faut et le régler de façon frontale? Lorsqu'on compare la bonne gouvernance dans nos pays africains face aux pays développés, on sent, comme vous l'avez dit, qu'il y a un véritable écart. Il faut interroger l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut questionner nos systèmes d'éducation et de formation. La bonne gouvernance pose un problème de comportement et un problème d'attitude sociale. Lorsqu'on interroge nos systèmes d'éducation et de formation, on se rend compte que le système a failli quelque part et que la plupart des jeunes cadres qui arrivent aujourd'hui aux affaires, donc qui se sentent comme des candidats dans l'Eldorado, ça pose un problème de conscience. Donc, quelle est leur action concrète sur cette gestion des biens publics? Alors, je m'en explique. Je crois que l'écart est net. L'écart est net parce que quand tu regardes les pays développés et les pays africains, prenons tour à tour quelques points simples pour que le commun des mortels comprenne. Tu prends le système judiciaire. Est-ce que les bailleurs de fonds ont confiance en notre justice? Est-ce que nous-mêmes, en tant que citoyens contribuables, nous avons confiance en notre justice? Et à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau des ministères, au niveau des institutions de la République, il faudrait que les gens aient ce bon comportement. Aujourd'hui, lorsque vous regardez M. Alain Koudou, est-ce que vous constatez que les Ivoiriens vont dans le bon sens? Est-ce qu'ils ne donnent pas souvent dos à la règle? Oui. Aujourd'hui où vous parlez. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a de l'amélioration, mais en même temps aussi, il y a de l'inquiétude. Je veux dire, par exemple, et pour être concret, j'estime pour ma part que tout ça dépend du leadership. C'est le leadership qui indique la voie. C'est le leadership qui fait respecter la vision, les consignes et toutes les phases opérationnelles. Quand je prends un exemple concret, puisqu'on parle de gouvernance, et là-dedans tout à l'heure, le spécialiste a parlé de la bonne allocation des postes aux gens qui sont les plus compétents. Mais si les pays développés le font, ce n'est pas par plaisir. Je dis que la gouvernance, ce n'est pas du jeu. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, je crois qu'on est là, on voit là bien. Donc, pour vous, ce sont les compétences qu'il faut utiliser, la bonne personne à la bonne place. Exactement. Et je suis un peu désolé qu'on ait régressé sur ce point. Pour moi, même si j'avais une proposition à faire, il faut, comme aux États-Unis, que de façon constitutionnelle, gravée dans le marbre, que les postes les plus sensibles soient constitutionnellement sous une procédure claire, précise, par appel à la candidature ou ce qu'on veut, ou par enquête, enfin, mettre une procédure claire, de sorte à couper ce lien-là, qui fait que le monsieur se sent redevable d'aller dans le village de Tatampion pour aller chanter ses louanges, de fait qu'il soit obligé d'embaucher telle ou telle personne qui n'est pas compétente, parce qu'en vérité, il y a un lien direct entre sa nomination, sa fonction et l'autre personne. Si ce lien-là est coupé, la personne, il est soumis à un cahier des charges, à des objectifs clairs, il ne les fait pas, il est viré et on continue. Très bien. Maître Zéhori, sur la question, quelle est votre réaction lorsqu'on pense que les États africains, de façon générale, reculent au lieu d'avancer? Lorsqu'on parle de malgouvernance, c'est toujours vers les États africains qu'on regarde. C'est une erreur? C'est faux? C'est pas juste? Je ne serai pas absolu comme la question. Je ferai une analyse simple partant des observations expertes qui sont émises par les institutions appropriées. Votre question était tout à fait précise. Vous avez dit pourquoi les Africains sont toujours au bas du tableau. Vous avez dit les Africains, les pays africains. C'est une question d'ordre général qui interpelle la conscience générale. N'oublions pas que l'Afrique, en tout cas l'Afrique moderne, si on peut dire ça, à moins de à 50 ans. À 50 ans, certes, on est arrivé à maturation, mais le chemin est quand même assez court. Il ne faut pas l'oublier. Ça laisse des impacts dans les comportements. Moi, je suis
résidant, entre autres, à Paris, en France, depuis plusieurs années. Je sais que la Révolution française de 1789 est passée et que depuis lors, il y a eu beaucoup de mutations dans les comportements. Nous n'avons pas autant dépassé que ces pays développés pour prétendre, en tout cas pour le moment, à un niveau de vision de la gouvernance. Cela n'est pas une raison d'excuse, mais il faut le souligner. L'ayant souligné, il est clair que chacun doit prendre sa part des responsabilités dans le fait que les Africains sont relayés au bas du tableau lorsqu'on parle de croissance et de bonne gouvernance. D'accord? Parce que autant les hommes politiques, comme dit mon voisin, autant le citoyen lambda, mais surtout le citoyen lambda, doit faire sa mue et s'adapter à chaque situation, de manière à exécuter la tâche qui lui sied, qui lui revient là où il est situé. C'est de là que vient le problème. Alors, si chacun à son niveau, voyez-vous, on n'est pas tous forcément en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont eu cette chance depuis l'indépendance ou bien avant d'aller étudier à l'étranger, qui sont revenus de l'étranger, qui sont installés ici. Ces personnes-là, on ne va pas dire que c'est les gouvernants qui les poussent à se comporter d'une façon ou d'une autre. Chacun par son éducation, par sa culture, par ce qu'il a appris. Je connais des Ivoiriens qui sont surdiplômés des universités canadiennes, américaines et françaises et qui, une fois arrivés ici, ne sont pas capables d'appliquer la moindre formule qu'ils ont apprise à l'étranger. Ça, c'est dommage. Donc, c'est chacun à son propre niveau à faire en sorte que, par exemple, la corruption soit écartée de nos habitudes. Lorsque une personne me propose de l'argent pour que je puisse laisser une faveur, il m'appartient de dire que dans la limite de mes compétences, je ne peux pas accepter cet argent. Évidemment, la personne va se ranger, elle va comprendre qu'elle n'a plus le droit de recommencer cela. Donc, il faut que chacun à son niveau fasse le travail qui est le sien. Moi, je suis juriste, je suis notaire, donc officier public. Autrement dit, je suis du côté de l'État éternel, l'État immortel. Ça veut dire que je suis également comptable. Quel que soit le pouvoir, quels que soient les gouvernants qui vont se succéder, le notaire, lui, demeure. En sorte que mon témoignage, il est celui de l'État éternel. Tous les investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire passent par la porte notaire. Sinon, il ne faut rien. Et lorsqu'ils passent par la porte notaire et que les conseils que nous leur donnons, une fois sur le terrain, au contact des usagers avec lesquels ils doivent signer tel contrat ou tel autre, lorsqu'ils sont confrontés à la mauvaise distribution des marchés publics, par exemple, il est évident que ces personnes-là, une fois réparties, ne vont plus revenir chez nous. Lorsque des enseignants sont poussés, malheureusement, à attribuer des notes de complaisance à des étudiants, je ne sais pour quelle raison. Et quelle société veut-on former? On veut former des cadres qui soient adaptés à ce pourquoi on les emploie? Ou on veut former des gens qui sont juste là pour avoir un salaire? Je laisse donc la question à ce niveau et puis on va y revenir. Docteur Traoré, lorsqu'on écoute tout cela, on a l'impression que dans nos États, au lieu d'avoir plutôt des institutions fortes, on a plutôt des hommes forts en général. Alors, je voudrais souligner le fait que, malheureusement pour l'instant, nous ne sommes pas en train de parler des différents indicateurs de la bonne gouvernance, parce que cela permettra
d'expliquer un peu ce qui se fait. Donc vous avez vos arguments, vous pouvez les utiliser, mais ce que nous voudrions éviter, c'est que ce soit une émission technique. Nous voudrons nous adresser à des personnes qui ne sont pas... Je voudrais prendre des exemples simples. Je pense que tous les efforts qui sont... Je ne dis pas qu'il y a des problèmes. C'est vrai, il y a des problèmes dans tous les pays. La justice est toujours accusée de telle ou telle chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais tous les efforts qui sont faits, il y a un tribunal du commerce qui a été créé. Il y a environ 2 ans que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne du point de vue des opérateurs économiques. Du point de vue des opérateurs économiques, très bien. Je prends un exemple. Par exemple, lorsque des décisions sortent, on vous envoie les décisions en ligne. L'avocat ne se déplace pas pour aller, c'est envoyé en ligne. Ensuite, nous avons un certain nombre de magistrats qui sont quand même très bien formés. Il y a des problèmes qui existent, mais l'essentiel, c'est de les régler. Là où je ne partage pas votre avis... J'arrive, laissez-moi terminer. Lorsque vous prenez par exemple les droits politiques, les libertés civiles, la liberté d'information, parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit on a connu des problèmes. C'est vrai, mais quand vous analysez au fond, pourquoi on a connu ces problèmes? Parce qu'il y a des droits politiques qui ont été brimés, parce qu'il y a des libertés civiles qui ont été brimées, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsqu'on prend chacun des indicateurs, chacun a son importance à un moment donné. Parce que lorsqu'il a parlé tout à l'heure, les droits civils et tout ça, la question de l'inégalité dans le choix pour des postes, tout ça, dont il parlait tout à l'heure, mais c'est un ensemble de choses. Vous avez vu hier dans les journaux, avant-hier aussi, que la fonction publique, le ministère de la fonction publique est en train de mettre en place un nouveau dispositif justement pour gérer les postes. Vous avez vu aussi qu'avant-hier, je crois, c'était le ministère de l'Éducation nationale a mis en place ainsi. Donc, il s'agit de construire le système. Il y a des difficultés, il y a des lacunes, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais là, c'est clair. C'est clair. Mais je veux dire accepter tout de même qu'on parle. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Vous semblez... Parce que l'objectif, c'est de corriger, parce que le passé... Oui, pour corriger, il faut pouvoir le dire déjà, il faut pouvoir le dénoncer déjà. Mais si on ne peut pas en parler, on ne peut pas corriger. Il y a le passé. Quand on a diagnostiqué des situations, qu'on a arrêté des mesures, donc on essaie de dérouler ces mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation des pays africains sur ces indicateurs? J'attire votre attention que les pays asiatiques dont on parle tant, les tigres asiatiques, mais les tigres sont aussi au bas de l'échelle comparé aux pays de l'OCDE en matière de gouvernance. Donc, ce n'est pas des choses faciles. Donc, en plus de ça, il faut intégrer la dimension culturelle, la dimension locale. Donc, ce sont des choses qui se construisent. Je suis d'accord qu'il y a un certain nombre de problèmes. Que ce soit dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la législation, il y a certes des problèmes, mais il faut aussi reconnaître les efforts énormes qui ont été faits, qui sont reconnus par les institutions. Je vous assure que sur ce plateau, personne n'a rejeté quoi que ce soit. Par les institutions internationales, tout le monde a reconnu. Il y a encore de gros efforts à faire. C'est vrai. Mais je dis qu'effectivement, il faut qu'ensemble, comme il a dit tout à l'heure, chacun fasse lui-même des efforts personnels. Je vous ai pris des exemples simples. Quand vous êtes au feu rouge, c'est-à-dire que le feu est rouge, vous êtes arrêté au feu rouge, et vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui vous klaxonne, parce que vous vous êtes arrêté au feu rouge, il demande à ce que vous franchissez le feu rouge. Mais tant que chacun aura ce comportement-là, mais comme il disait tout à l'heure, mais ça va être difficile. Et c'est pour cette raison que je viens à quelque chose d'important. Vous prenez par exemple le Rwanda, vous prenez le Burundi, vous prenez un certain nombre de pays. Mais ces pays-là, on travaille sur ce qu'on appelle les anti-valeurs. Parce que quand un pays comme la Côte d'Ivoire a connu 10 ans de crise, les anti-valeurs, c'est-à-dire les comportements non vertueux, ont pris le dessus sur les comportements vertueux. Donc, c'est quelque chose qui est à retravailler pour qu'on se remette dans des valeurs qui créent une harmonie dans la société. Non, mais je pense que vous rejoignez sur la chose, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire sur ce plateau. On ne dit pas seulement que tout est beau. Exprès, on dit il y a certaines choses qui ne sont pas bien, il faut les évoquer pour qu'on puisse... Allez-y, monsieur. Merci beaucoup, merci. L'animal ressemble à sa tête. Ça fait partie de mes principes de management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la tête d'un pays, à la tête d'une institution, l'animal ressemble à sa tête. C'est le comportement du directeur, de celui qui dirige, qui a la vision stratégique et prospective, qui dépeint sur le reste des citoyens. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je crois que sur ce point particulier, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, je crois que la Côte d'Ivoire a progressé. Au niveau de la structuration et de la logique des choses. On a bien compris que ce pays ne peut plus être gouverné par des médiocres. Ça, c'est quelque chose d'important que le président Alassane Ouattara a instauré. Et j'adhère à cela. L'autre élément important, c'est en ce qui concerne la bonne gouvernance et notre recul, c'est le problème de l'imputabilité. Ça m'apparaît fondamental. L'imputabilité parce que quand les gens posent des actes de décision de gouvernance, mais ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est quelque chose de fondamental qu'il faut corriger. Je donne un cas concret.
Il fut quelqu'un en Côte d'Ivoire, je ne voulais pas dire de nom, qui a pris la décision à un moment donné de l'histoire événementielle de l'évolution de notre pays par rapport à l'enseignement télévisuel. Nous avons eu une génération. C'est vrai que bon, la France a vendu à cette époque-là ses télévisions. Mais quand on regarde celui qui a pris cette décision-là, aujourd'hui, quelques années plus tard, lorsqu'on a arrêté, parce qu'on était en train de partir tout droit dans le mur, est-ce qu'on a mesuré suffisamment les conséquences? Est-ce que celui qui a pris cette décision a rendu compte à la nation? Parce que la génération télévisuelle est une génération qui, à un moment donné, n'arrivait même pas à écrire son propre nom. C'est eux qui t'envoient des SMS aujourd'hui pour dire aujourd'hui, il met D après, puis il met 8 devant. Il ne peut même pas écrire aujourd'hui. Tu vois, il y a un HUI quelque part. Ça pose un problème. Je souhaite donc que, pour qu'on rattrape notre retard, un des points importants, c'est, n'est-ce pas, ce que je disais, l'imputabilité. Rendre compte des actes qu'on pose de décision et de gestion de gouvernance. Monsieur Alain Koudou, sur la question. Tu sais, moi, je suis un homme, j'essaie d'être assez pragmatique. Je pense qu'il y a des responsabilités qui nous incombent. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous avons nos faiblesses internes, la jeunesse, plus de 54% ou 56% à moins de 25%, moins de 25 ans, mais toutefois est éduquée. On a des matières premières, on a des possibilités à l'international. Comment on mixe tout ça pour nous en sortir? C'est tout, ce que je dis. D'accord, voilà. On comprend bien votre question. Bonne gouvernance et croissance économique. En tout cas, beaucoup de spécialistes en économie pensent qu'elle passe nécessairement par des institutions économiques très fortes, mieux. Ils souhaitent que ces institutions soient carrément indépendantes pour être avantageux pour la société. On va suivre cet élément filmé et nous allons continuer le débat. L'importance de la notion d'indépendance dans le processus de la bonne gouvernance, elle concerne l'ensemble des institutions qui vont participer à la formulation ou à la mise en œuvre des politiques économiques. Prenez par exemple dans les pays, vous avez généralement la banque centrale qui a des fonctions bien précises. Une banque centrale, elle doit veiller à la qualité de la monnaie dans le pays. Elle doit mettre en place une politique monétaire qui favorise une faible inflation. Et donc, le gouverneur de la Banque centrale, ou en tout cas la direction de la Banque centrale, doit prendre des décisions vis-à-vis de ces objectifs qui sont bien précis. Alors que le politique, lui, il peut avoir d'autres préoccupations. Donc, il faut s'assurer que la Banque centrale va être indépendante des décisions que le politique prend. De la même façon, vous avez également la partie judiciaire, le pouvoir judiciaire, qui lui également doit pouvoir être indépendant du décideur politique. Si vous voulez que le décideur politique puisse assumer sa responsabilité, il faudrait que le pouvoir judiciaire soit suffisamment indépendant de telle sorte que s'il a un erreur, il puisse être sanctionné. Quel risque au cas où les institutions ne seraient pas indépendantes, professeur? Mais si elles ne sont pas indépendantes, il va y avoir une collision. Et cela peut faire que les décisions ne vont pas aller nécessairement dans le sens de l'intérêt des populations, alors que l'idée, c'est qu'ils puissent avoir suffisamment d'indépendance. C'est pourquoi d'ailleurs, il a été fortement promu dans tous nos pays ces dernières années, le développement d'une société civile indépendante et forte. Alors, on a parlé des institutions politiques et institutions juridiques fortes. Est-ce que ce n'est pas illusoire de penser qu'on peut avoir des institutions économiques indépendantes? L'économie en elle-même, elle est soutenue par le juridique ou, si vous voulez, par le judiciaire. Dans toutes les veines de l'économie coule le judiciaire ou le juridique, si vous voulez. Est-ce que très souvent, vous n'entendez pas partout dire que, oui, politiquement, on peut être indépendant, mais on n'est pas indépendant économiquement, donc naturellement, on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on veut? Écoutez, je l'entends dire. C'est justifié? Je l'entends dire, mais il faut savoir raison garder. Nous, pour l'instant, les économistes, moi je ne suis pas économiste, je suis juriste, mais nous, pour l'instant, on ne crée pas de la monnaie chez nous, pour l'instant. Ou du moins, la monnaie que nous utilisons, elle est arrimée à une autre monnaie que vous tous vous connaissez, c'est-à-dire l'euro. Et cela conduit nécessairement à une perte de
d'autonomie, ou du moins à une complémentarité de puissance ou de pouvoir. Autrement dit, la zone CFA ne peut véritablement prendre des décisions en toute autonomie sans consulter son père, on va dire, qui est la Banque centrale européenne. Donc, il faut effectivement des institutions économiques indépendantes pour soutenir la croissance, pour soutenir la bonne gouvernance. Mais tout ça ne va pas sans un pouvoir judiciaire totalement indépendant et autonome, comme l'a dit le spécialiste. Et c'est à cela que moi je vais venir, et c'est là-dessus que je vais insister. Mais en insistant, je ne suis pas du tout là à incriminer qui que ce soit. Revenons au sujet, les institutions économiques indépendantes. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas encore dit si c'est une illusion ou c'est possible. On peut effectivement penser que c'est une illusion, puisque... Vous y croyez personnellement? Lorsque vous regardez autour de vous? Je crois qu'il nous faut des institutions économiques indépendantes, mais tout est fait pour y parvenir. Et encore une fois, je maintiens qu'il faut aller à une vitesse raisonnable et à pas réfléchir dans tout ce que nous faisons pour parvenir à cette indépendance des institutions économiques. C'est très important parce que nous avons une histoire, d'accord? Nous avons une production, nous avons une zone géographique dans laquelle nous nous développons. Nous devons tenir compte de tous les voisins, nous devons tenir compte de notre milieu d'origine pour pouvoir avancer sur des terrains sans se casser la figure. Il est évident que c'est oui à la question, mais comment y parvenir? Docteur Traoré, c'est vraiment votre domaine, la bonne gouvernance, les institutions économiques indépendantes. Est-ce qu'une institution est indépendante lorsque seulement elle respecte les instructions du Fonds monétaire international, les instructions de la Banque mondiale? Alors, expliquez-nous clairement. Je pense qu'il y a un volet important lorsqu'on parle d'institutions économiques indépendantes ou lorsqu'on parle de gouvernance économique. Il y a un élément central qui est à l'intérieur, qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. C'est le secteur privé, c'est les entreprises. Parce que ça fait partie. Donc la gouvernance d'entreprise doit être améliorée lorsque un État essaie d'améliorer sa gouvernance de manière générale. Ça s'est fait en Asie. L'Indonésie est classée quasiment premier partout aujourd'hui. Ils ont une commission nationale pour la gouvernance d'entreprise. Donc ils ont travaillé sur la gouvernance. Ça s'est fait aussi en Amérique latine. Ça se fait dans l'Europe de l'Est. Donc c'est important. Lorsqu'on parle donc les questions de privatisation, donc on rend, l'État sort d'une certaine phase de l'activité de production et va s'appuyer sur le secteur privé à qui il donne les moyens nécessaires, une réglementation de qualité pour que ce secteur privé puisse s'épanouir, pour créer plus de richesses, pour que la population puisse profiter de cette création de richesses. Donc c'est là où ce volet-là est extrêmement important. Ceci dit, effectivement, il a parlé tout à l'heure de la Banque centrale qui doit pouvoir travailler d'une certaine façon pour intégrer une certaine réalité et tout ça. Il est aussi important que dans la gouvernance économique, par exemple le Trésor public, qui a fait beaucoup d'efforts, puisqu'on a vu récemment des systèmes de formation qui ont été mis en place, des procédures qui ont été mises en place, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, ce qui est sur la qualité d'un certain nombre de services à progresser. D'autres sont en arrière, doivent progresser. Mais je pense que globalement, quand on parle de la gouvernance économique, c'est très important. Il y a les finances publiques, les aspects budgétaires et tout ça, mais il y a aussi la gouvernance des entreprises. Ce sont des éléments importants de la gouvernance économique. Et on pense que là, par exemple, les budgets, il faut être transparent sur les budgets. On a bien vu que les budgets sont publiés dans le journal officiel et chacun peut comprendre un peu qu'est-ce qui existe. Chacun a sa part et peut savoir exactement qu'est-ce que l'État a prévu effectivement pour tel ou tel ministère et tout. C'est important. Donc la bonne gestion en termes de gouvernance économique veut dire qu'il faut de la transparence et tout. Il faut rendre compte, bien sûr, il faut mettre en place des règles de saine gestion
du budget de l'État et de toutes les autres organisations concernées, y compris les collectivités territoriales et tout. Donc, c'est important. Il y a l'un des intervenants tout à l'heure là que vous avez interrogé qui a dit, celui qui a parlé des visions et ainsi de suite, il était plus axé gouvernance d'entreprise en réalité. Parce que là, tout ce qu'il a dit, c'était plus axé gouvernance d'entreprise. Mais lorsqu'on parle de la gouvernance des États, gouvernance publique, il y a un certain nombre d'éléments. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pendant que vous avez la parole, on y va. Voilà. Il y a un certain nombre d'indicateurs pour les États. Les États sont évalués par rapport à un certain nombre d'indicateurs. Il y a ce qu'on appelle voie et responsabilisation. Voilà. Donc, il a parlé de l'imputabilité, de la responsabilisation. Donc, dans cette partie-là, vous allez avoir tout ce qui concerne les droits politiques, la liberté d'expression, la liberté civile, ainsi de suite. Et sur toutes ces questions-là, il y a des travaux qui ont été réalisés, il y a plusieurs textes qui ont été pris, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, des notes sont là, des résultats ont été obtenus, les choses ont avancé. Après ça, vous avez, autre indicateur, la maîtrise de la corruption. La maîtrise de la corruption, il y a des textes qui ont été pris, et ces textes qui ont été pris, ça a même eu écho dans le, je crois que c'est le Times, ou en tout cas aux États-Unis l'année dernière. En fait, les questions que nous nous posons, je termine. Nous posons, c'est que ce n'est pas les textes qui manquent. Laissez-moi terminer. Si je ne vais pas jusqu'au bout, si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, vous n'allez pas comprendre. Je sais qu'il y a des textes. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut formaliser, il faut appliquer. Donc là, effectivement, dans la phase d'application, il y a un certain nombre d'outils qui sont nécessaires. Par exemple, quand le texte qui a créé la haute autorité, que vous connaissez certainement, dit que chacun doit mettre en place un code de conduite, chacun doit mettre en place un mécanisme de contrôle interne, chacun doit mettre en place des procédures de travail. Il faut maintenant s'assurer que tous ces outils, qui sont des outils de gouvernance, des services publics, des entreprises privées, que tous ces outils soient en place pour que ça fonctionne avec des systèmes d'outils derrière, effectivement. Donc, je disais que ces 6 indicateurs, je n'ai pas le temps de les développer puisque je ne vais pas passer. Oui, c'est une émission. Ces 6 indicateurs-là, voilà. Sur chacun des 6 indicateurs, vous avez des sous-indicateurs. Et l'État essaie de travailler sur chacun des sous-indicateurs pour améliorer sa situation. Par exemple, il a parlé de la CEI tout à l'heure. La CEI, il y a un certain nombre de travaux qui sont en train d'être faits. Il a parlé aussi, si on parle de la liberté d'expression, la liberté d'information, il y a une loi qui a été prise sur l'accès du citoyen à l'information publique. Ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, puisqu'on a été évalué là-dessus. Donc, il y a une loi qui a été faite, il y a des décrets d'application qui ont été pris. Donc là, là où le problème que je pose jusqu'à présent, et je crois que c'est là qu'on a quelques difficultés, tout ce que vous dites, ces textes existent, tout le monde en est informé, mais nous parlons de l'effectivité de ces textes-là. Je suis d'accord, mais pour avoir l'effectivité, il faut maintenant... Pour le moment, nous parlons de l'indépendance. L'indépendance, il faut qu'on revienne à cela, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Je reviens sur l'indépendance. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, le temps que M. Daouda... Juste sur l'indépendance. Je reviendrai à vous tout à l'heure, le temps que M. Daouda donne son point de vue sur la question. Oui, allez-y. Sur l'indépendance économique, le plus simplement possible. Moi, je fais l'analyse à 2 niveaux, sur 2 tableaux. Il y a l'analyse au niveau macroéconomique. Lorsque tu prends les institutions du Bretton Woods, leur action sur nos pays en développement, est-ce que nos économies sont indépendantes? Nous avons vu tous les programmes d'ajustement structurel à l'époque. On a vu le PAS 1, le PAS 2, le PAS 3, etc., etc. Mais on dit chez nous simplement que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. De ce point de vue, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas être indépendant économiquement vis-à-vis de ces institutions du Bretton Woods. Ils donnent leur argent, mais derrière cet argent, ils donnent des instructions fermes. Tu dois faire comme ça. Tu fais comme ça, ça fonctionne. Tu ne fais pas comme ça, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est net. Maintenant, deuxième tableau d'analyse, c'est l'indépendance économique au niveau micro, au niveau interne. Lorsqu'on prend toutes les structures économiques, la douane, on prend les impôts, on prend, etc., etc., en Côte d'Ivoire, est-ce que par rapport au gouvernement, est-ce que ces institutions sont totalement indépendantes? Moi, je dis non. Si au niveau macro, nous sommes indépendants économiquement vis-à-vis des institutions financières, mais au niveau interne, il faut qu'il y ait un arrimage entre ce que font ces institutions économiques-là et l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement. On a vu en France, le ministre de l'économie et des finances, il a été démis de ses fonctions parce qu'il ne parlait pas le même langage que le gouvernement. Donc, cette indépendance interne-là, c'est de là que joue justement la bonne gouvernance. S'il y a la bonne gouvernance, il y a la transparence. Ce que dit le gouvernement, mais ça se ressent directement dans les institutions économiques du pays. Voilà un peu mon approche. Oui, M. Alain Koudou. Oui, moi je vais essayer d'être un peu concret. Hein. On va aller un peu dans les détails. Non, vous donnez juste votre exemple. Ouais, oui, non, je donne mon exemple. Excusez-moi de lapsus. Je vais dire récemment, il y a eu donc la note souveraine donnée par Moody's.
Moody's qui est une institution de notation de la capacité des pays à payer les dettes qu'ils ont empruntées. Mais on a oublié la suite du communiqué. La suite du communiqué a identifié comme point faible le revenu par tête et la faiblesse des institutions. Vous allez sur le site de Moody's, c'est clair. Naturellement, ici, pour des raisons qui sont propres à certaines personnes, on n'a pas donné l'entièreté du communiqué. L'entièreté du communiqué a certes félicité le gouvernement pour tout ce qui a été fait, mais toutefois a révélé que 2 points sont le revenu par tête et la faiblesse. 2 points sur lesquels il faut travailler. Mais ça appelle un programme. Tout à l'heure, je parlais de la gouvernance dans les hauts postes, notamment la douane, les impôts. Avec le système de nomination qu'on a actuellement, que voulez que l'unité des impôts fasse si jamais il reçoit un appel d'un conseiller obscur du président de la République pour dire il faut que tu me donnes un peu d'argent, je vais à une manifestation pour soutenir le parti. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Sa nomination est en ligne. Que vous voulez qu'ils vous disent? Donc là, il y a un problème. Je reviens sur les autres éléments de la justice. Tous les rapports que vous allez lire vont vous dire que les investisseurs reprochent l'imprévisibilité des décisions de justice en Côte d'Ivoire. Et on l'a vu ici avec plusieurs affaires. Alors, c'est la Cour suprême qui donne la première instance qui donne telle décision, enfin on appelle dans telle décision, après on va dans telle décision. On ne sait même plus dans quelle logique tout ça, ça évolue. Mais évidemment, un investisseur, quand il regarde qu'il y a vraiment, c'est vrai comme il a dit tout à l'heure, qu'il y a eu un tribunal de commerce qui a été fait, et je félicite en cela. On n'est pas ici pour dire que tout est noir ou autre chose, de dire que ce qui est fait et de dire en même temps où on pense qu'on peut améliorer et aller un peu plus vite. Il faut qu'on mette en place une agence d'évaluation des performances économiques qui soit indépendante, de par la loi, de par l'affectation de son budget, de par la nomination de son directeur. Parce qu'en France, l'institution qui est responsable des statistiques, elle est neutre, j'allais dire. Lorsqu'on parle de nominations, pour dire un mot rapide sur ce que l'on appelle le cumul de postes, vous êtes pour ou contre? Quels sont les avantages? Je suis personnellement contre le cumul de postes. Quels sont les avantages et les inconvénients? Contre le cumul de postes parce que, prenez l'exemple dans les sociétés anonymes par exemple, le texte lui-même limite les cumuls de postes, partant de l'hypothèse que si on occupe trop de postes de président du conseil d'administration ou de directeur général par exemple, on ne pourra certainement pas avoir le temps pour consacrer vraiment ce qu'il faut à chaque structure concernée. Donc je suis contre le cumul de postes, mais il peut se faire que dans des cas exceptionnels, le cumul soit utile. Donc ça peut être au cas par cas, mais sur le principe, effectivement, le cumul n'est pas une bonne chose en soi. C'est une question rapide, vraiment, M. Daoudaba. Nous sommes de nombreux Ivoiriens et de plus en plus hautement diplômés. Je pense que chacun doit faire quelque chose. Le cumul de postes, ça pose un problème de conscience et un problème de bonne gouvernance et de bonne gestion. Je suis contre. M. Alain Goudou, sur la question. Pareillement, je pense que je suis contre parce qu'on a un problème de chômage. Il est évident. Les gens sont qualifiés. Il leur faut donner l'opportunité de se mettre en évidence et de gagner leur vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je suis strictement contre. Comme il a dit, pour des questions, pour parler de flexibilité, pour des situations exceptionnelles, on peut l'accepter, mais que cela soit vraiment réduit au strict minimum dans le temps. Voilà. Maître Zéori. Celui qui cumule les postes, il est évident qu'il ne pourra pas avoir l'énergie nécessaire pour desservir tous les postes. C'est évident, mais après, il faut faire la distinction tout de même. Parce que lorsque je suis à un poste et que je suis amené à diriger ou à donner ma participation dans une association pour faire évoluer une idée ou une stratégie, ça ne s'appelle pas le cumul des postes. On parle essentiellement de cumul des postes dans le domaine politique ou enfin on va dire, ou presque politique. Je suis maire, est-ce que je dois être en même temps député? Est-ce que je dois être en même temps président du conseil régional ou général? C'est là qu'on parle de cumul des postes. Et là, effectivement, à ce niveau-là, et je pense, de mon point de vue, qu'il faut faire attention. Il faut savoir qu'on n'est pas seul dans la région et qu'il y a d'autres cadres qui peuvent aspirer à des postes importants. Voilà. Alors, quelle est la place des institutions sociales et communautaires dans le processus de bonne gouvernance et croissance économique
La société civile, si vous l'avez remarqué, est souvent absente lors des débats sur la bonne gouvernance. Et Francis Boifo a exprimé ses préoccupations-là à un membre, justement, un membre de la société civile. Voici sa réaction. Le thème, par exemple, gouvernance, vient de gouvernail, donc c'est-à-dire comment se diriger. Mais ce qui est intéressant, c'est que la gouvernance fait entrer en ligne de compte un dispositif de règlement, de loi qui permettent justement à celui qui a le pouvoir de s'engager dans une perspective de rendre des résultats attendus. Et c'est par rapport à cela justement que la société civile estime que s'il doit avoir bonne gouvernance, il est évident que déjà il y ait la possibilité de se fier aux dispositions en vigueur et surtout de rendre compte quand cela arrive à terme. Et comme cela n'est pas fait, il est bien de comprendre que l'absence de la société civile à certains débats de haut niveau est l'indicateur pour montrer que nous avons encore du chemin à faire pour parvenir à la bonne gouvernance. À qui la faute? Il n'est pas question de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est un travail collectif. Il y a donc de la part des gouvernants la disposition à prendre conscience que le peuple est justement un élément clé de la bonne gouvernance et le peuple également doit faire en sorte d'attirer l'attention du gouvernant par rapport à ces dispositions qui ont été arrêtées de façon consensuelle. Monsieur Alain Koudou, quelle est la place de la société civile dans la bonne gouvernance aujourd'hui? Vous pensez que, comme on vient d'entendre, que la société civile est souvent oubliée, et même grandement oubliée dans les débats? Non, je ne pense pas que la société civile ait été oubliée. Si je devais donner un exemple de société civile qui pour moi est un exemple, je donnerais le cas de la CGECI du point de vue de l'aspect économique. Parce que c'est une institution qui est organisée, qui est en train de se construire un siège, qui a une gouvernance interne correcte, qui respecte tout ce qu'ils vont faire et qui produit des documents pour dire au gouvernement, par exemple au niveau de la fiscalité, voilà ce que nous pensons. Nous pensons qu'il faut faire ci, il faut faire cela, argumenter, documenter. Et ils sont apolitiques. Chez nous ici, on a une société civile qui me semble... mais effectivement, pour qu'il y ait effectivement gouvernance, on gouverne pour le peuple. On gouverne pour cette société, pour ces hommes-là. Donc, il faut trouver des modes de financement qui ne soient pas liés à l'activité politique, au penchant politique, pour que ces gens puissent s'organiser, pour qu'ils puissent exprimer les positions, pour faire remonter les choix éventuels qu'ils voudraient par rapport à tel ou tel investissement. Et vous pensez vraiment que notre société civile est plus ou moins politique? Ce n'est même pas que le plus ou moins politique. Elle est, je dirais, à 80%, sinon 85% politique. Malheureusement, je ne sais même pas si on peut la taguer de société civile. Honnêtement, je ne me permettrai pas, ce serait trop généreux. C'est mon avis. Docteur Traoré, les populations pensent souvent que la société civile n'est pas associée au débat et que les décisions sont prises sans elle, ou bien elle n'est pas forte. Quelle est l'explication? Bon, je pense que ce qu'il vient de dire est important. Parce que c'est ce qu'on appelle le principe de participation en matière de gouvernance. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mécanisme de consultation entre les gouvernants et les gouvernés, de telle sorte que les gouvernants puissent prendre en compte les préoccupations des gouvernés. Mais de ce que je sais qu'au niveau des sous-préfets, je crois, au niveau des députés, il y a des visites qui sont organisées très souvent dans les campagnes pour discuter avec les populations, pour collecter des informations. Mais c'est un processus qu'il faut développer, c'est important. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en Asie, par exemple, je reviens toujours à cet exemple-là, ou même dans d'autres pays africains, l'indicateur voix et responsabilisation est souvent très très bas, n'est pas souvent très utilisé, parce que je ne sais pas si c'est parce que la société civile, à un moment donné, entre guillemets, si elle n'est pas suffisamment responsable, peut foutre un peu la pagaille et puis finalement retarder le processus. Donc la société civile, comme il dit, doit être une société civile responsable. Si elle est responsable, elle peut aider, éclairer aussi les gouvernants, puisqu'elle est en relation avec la base de la société. Donc c'est important. Inévitablement, en matière de gouvernance, de bonne gouvernance, la société civile compte. Et c'est pour cette raison que l'ordonnance qui a été prise en Côte d'Ivoire, la 2013-660, prévoit la société civile comme le 4e acteur de l'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Monsieur Daouda, c'est aussi votre avis et puis question supplémentaire. Oui, est-ce que ce n'est pas sa faute à la société civile elle-même? Voilà, c'est une question fondamentale parce qu'elle est en même temps sociologique. Et comme je suis sociologue de formation, je pense que je l'apprends tout à fait aisément. Je crois que la société civile
a un pouvoir. Mais la question, est-ce qu'elle est consciente de ce pouvoir-là et de son impact sur la bonne gouvernance de l'État? Quand je prends la Côte d'Ivoire, je sais que le président Alassane Ouattara est suffisamment éclairé. C'est un monsieur de droiture et il est à même de mieux comprendre les actes que pose la société civile et d'apporter les correctifs nécessaires. Premièrement, la société civile aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, elle se contente de ce qu'on appelle en sociologie la conscience en soi. La conscience en soi, c'est la capacité de constater les faits et de se plaindre. Oui, ça ne va pas, dans les salons on gesticule, ça ce n'est pas bon, mais personne ne prend la parole au nom de la société civile pour le dire de façon incisive. Maître Zéhouri, est-ce que la société civile, à votre avis, joue vraiment son rôle? Elle ne peut jouer son rôle que si elle a eu la formation et la culture adéquates. Malheureusement, ces dernières années, personne ne peut le nier sur ce plateau, que notre pays a connu un déficit en matière d'éducation. Et ce n'est pas la faute de nos jeunes et des moins jeunes. Malheureusement, c'est notre histoire, il faut l'assumer à un moment donné. Donc, une société civile qui joue pleinement ce rôle, c'est celle qui a reçu la formation nécessaire. Parce qu'il s'agit de participer à un système décisionnel. Attention, nous sommes tous de la société civile. Après, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qu'on a institué politiquement. On dit, bon, ça c'est la société civile qui nous confie à nous les élus le pouvoir d'aller représenter et de prendre les grandes décisions. Et il y a la société civile naturelle, j'allais dire, à laquelle vous et moi appartenons. Moi, je ne suis pas politique. Vous l'êtes peut-être moins, peut-être plus, mais on appartient tous à cette société civile qui doit, à son niveau, là où la personne se situe, doit prendre sur elle des décisions qui fassent avancer les choses. Donc nous avons une société civile ici que nous devons prendre en main, que l'exécutif doit aider, parce que ces 20 dernières années, malheureusement, elle n'a pas eu cette chance. Voilà mon impression. C'est votre impression, M. Alain Koudou? On a créé des semblants de société civile qui, en vérité, sont des appendices des partis politiques. Ainsi donc, tel parti politique a son mouvement des droits humains, tel autre parti politique a son mouvement des droits humains. D'accord. Alors, et ainsi de suite. Et on peut le répéter à souhait sur tout ce qu'il y a comme société civile. Alors moi, comme je l'ai dit, vraiment, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'on puisse taguer ça comme société civile. Voilà. Docteur Traoré, la société civile, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit lui proposer? Ou bien qu'est-ce qu'elle doit proposer elle-même pour la bonne gouvernance? Je pense que la société civile, d'abord, doit, d'une certaine façon, s'unir. Elle doit accepter de travailler de manière harmonieuse. Donc, mettre fin, parce qu'on sait, mettre fin au conflit, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs par la société civile dans un certain nombre de domaines. Puisque, en fait, il faut avoir des domaines d'action. La société civile ne va pas travailler dans le vide. Il faut avoir des domaines d'action précis. Nous avons malgré tout quand même un certain nombre d'associations de femmes, de jeunes, diverses associations qui existent aujourd'hui, avec lesquelles soit des collectivités territoriales travaillent, ou même certains ministères travaillent. Bien sûr, tout ça est à restructurer pour avoir une société civile forte, pour que cela puisse, disons, contribuer à l'amélioration de la vie. Donc je pense que, eux-mêmes doivent se remettre en cause, partager les expériences de d'autres personnes, et que l'État fasse en sorte, et je pense que le texte que j'ai cité tout à l'heure prend en compte la société civile, que la société civile puisse vraiment faire ses propositions. Vous avez dit une société civile forte? Oui, société civile forte. Oui, comment on la définit, on la présente? C'est-à-dire celle qui est forte, c'est celle qui est premièrement responsable. Deuxièmement, c'est ce qu'elle veut, c'est qu'elle est capable de produire des dossiers, comme il a dit tout à l'heure, des dossiers au gouvernement pour dire, nous, sur telle question, voici ce que nous pensons, voici un dossier que nous vous produisons. Et les gouvernants peuvent analyser pour voir, effectivement, s'il y a des éléments intéressants dans ces dossiers, ces éléments peuvent être effectivement pris en compte, comme mon voisin le disait tout à l'heure. Mais s'il s'agit simplement de faire des discours, ça ne peut pas aller très très loin. Nous sommes allés visiter dans certains pays, dans le cadre de nos activités, des expériences de relations entre gouvernants et société civile,
ben, on sait un peu comment ça fonctionne ailleurs et tout. Et on pense que l'outil juridique, pour revenir à mon collègue là-bas, l'outil juridique est en place puisqu'il y a un texte qui dit que la société civile est le 4e acteur important pour améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut prendre la balle au bon et essayer de travailler dans un but pour chacun doit être suffisamment responsable. J'en reviens à ça. C'est une question de responsabilité de chacun au niveau de la société ivoirienne. Si chacun devient responsable, socialement responsable, je dirais, ça va faciliter beaucoup de choses. On doit regarder dans la même direction, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qui est notre pays à tous. Parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Donc c'est ça qui est fondamental. C'est ça qu'il faut voir. Au-delà des questions de poste et tout ça. C'est ça qui est fondamental. Merci. Monsieur Daouda, la société civile, comment est-ce qu'il faut l'impliquer de façon directe dans la gestion, dans la gestion de tous les jours? Très bien. Moi, je pense que notre société civile a besoin d'encadrement pour se prendre en charge réellement. Nous avons une société civile qui est à la fois victime et complice. Victime parce qu'elle subit des choses dont elle se plaint en permanence. Complice parce qu'elle a même contribué à être victime. Donc de ce point de vue-là, elle a besoin d'un encadrement, elle a besoin d'être formée. Et une société civile bien formée, bien encadrée, devra être un centre de proposition, devra être un centre d'aide de l'État à instaurer ce que j'appellerais ici la bonne gouvernance. Doit être un indicateur pour les gouvernants de savoir que aujourd'hui, la société civile pour laquelle nous travaillons, entre autres choses, elle nous a bien compris et elle est devenue une société participative. Donc le concept de participation devient important pour la société civile. Monsieur Alain Koudou, la société civile actuelle, lorsque vous regardez tout ce qui se passe autour de vous, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle n'est pas consciente vraiment de ce qui lui arrive à elle-même? Oui, mais c'est pour ça que j'ai aimé un peu tout à l'heure sa présentation qu'il a faite. Parce qu'on a l'impression que les gens ont un pouvoir, à la limite qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un pouvoir. Alors tout le monde se contente de grogner dans les salons et ils oublient que simplement, en respectant la loi, il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi, en respectant la loi. Le simple fait de se réunir, de faire un papier bien articulé sur un problème donné, d'aller voir des spécialistes, et finalement de proposer. Et de proposer. Beaucoup de gens pensent que dès que tu écris dans un journal pour donner ton point de vue sur tel point du gouvernement, du président de la République, allez hop, on va aller couper ta tête. Mais les gens se font de l'autocensure. Ça aussi, il faut que les gens soient conscients. Ils se font de l'autocensure. Maintenant, il faut que les gouvernants aussi comprennent qu'il faut aider cette société civile-là en l'aidant à se structurer, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Traoré, que chaque société civile se spécialise, qu'elle soit organisée, qu'elle produise des documents et que, dans ce cas-là, l'État trouve derrière des moyens de financement, mais qu'elle soit comptable également des financements qui lui sont donnés. Parce qu'il faut qu'elle produise après une comptabilité claire des financements qui ont été utilisés. Parce qu'on a vu des gens qui ont créé des mouvements Tatampion juste parce qu'il y avait un problème dans la société, et puis elles ont capté les financements, et puis hop, le président a pris, et puis il n'y a rien. Vous n'êtes pas trop dur dans vos jugements, malheureusement, des mots trop forts. Malheureusement, c'est la réalité. Oui. Malheureusement, c'est la réalité. J'aurais bien voulu... Mais vous décrivez autrement. C'est la réalité. Bon, peut-être que c'est les mots que j'utilise qui sont... Très bien. Mais comme je le dis toujours, quand il y a un problème, ce n'est pas parce qu'on va vouloir recouvrir le problème d'un voile que par miracle, quand on va réveiller le lendemain, le problème va disparaître. Autant le dire clairement. Autant le dire et essayer de trouver sereinement des solutions. Personne n'ayant la science infuse. Enfin, il a failli dire qu'il y a des synonymes plus doux. Oui, oui, Maître Zahori. Alors, sur la société civile, toujours, pour terminer véritablement, aujourd'hui, on n'en a pas. On a une société civile, elle s'étend jusqu'au village, M. Lassiné. Écoutez, on a un pouvoir... Vous en profitez dans la vie de tous les jours mais bien entendu, de ces actions? Mais bien entendu, au village, comment ça se passe? Mais je vous assure que vous le savez mieux que moi, lorsqu'on parle de la société civile, personne ne s'adresse à ceux qui sont au village. On s'adresse à des structures déjà constituées. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, il y a celle qu'on a instituée. C'est celle dont parlait Monsieur Alain Koudou, l'ingénieur Koudou. Et il y a celle naturelle
à laquelle moi j'appartiens. J'ai l'impression que la société civile ici, c'est juste un mouvement politique des personnes qu'on voit sur le terrain politique en train de faire ceci ou cela pour soutenir telle action politique. Non, ce n'est pas ça, chers amis. Mais vous finissez par conclure qu'elle n'existe pas. Alors. Non, écoutez, en France, vous n'entendrez jamais personne dans son coin en train de manifester des avis politiques ici et là. Chacun pense politiquement, mais il ne le met pas sur la place publique pour gêner les autres. Par contre, il y a des associations pour agir sur tel levier, un point précis, pour faire en sorte que la fiscalité soit appliquée, pour faire en sorte que les sociétés, la gouvernance d'entreprise soit une réalité, pour faire en sorte que les femmes elles soient bien menées, pour faire en sorte que l'égalité soit... Elle est active etc. et positive. Voilà. Donc ici, je disais... Quand vous dites, je ne peux pas nier qu'il y a une société civile parce qu'il y a des organisations qui existent. Je sais qu'au village, le pouvoir, l'exécutif central n'est pas toujours au village. Et moi, dernièrement, j'ai appris qu'il y a une loi qui prend en charge dorénavant la gouvernance des villages. C'est une très très bonne chose. Mais cette loi, elle vient rétroactivement confirmer une société civile qui est déjà active dans nos villages. Et je confirme. À partir de là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de société civile. Moi, j'ai dit au début, le seul problème, c'est la formation. Et dire que c'est la formation, ce n'est pas nier que cette société civile a une âme. Mais j'ai dit, il faut que ceux qui ont le pouvoir de le faire, le fassent. Moi, à mon niveau, en tant que notaire, tous les jours au sein de mon office, je reçois à bout de bras et pour chaque action, j'explique, je forme sur le terrain juridique, sur le terrain fiscal, sur le terrain économique, sur le terrain microéconomique, macroéconomique. Et voilà, chacun à son niveau devrait pouvoir le faire. Donnons-nous rendez-vous dans les 10-15 prochaines années. Et on verra. Monsieur Alain Koudou, nous sommes à la fin de cette émission. Quelle conclusion vous pourriez tirer pour nous parler, 90 minutes, ça passe très rapidement, sur les institutions politiques et juridiques, les institutions économiques et sur la société civile. Quelle leçon vous tirez aujourd'hui de ces échanges que nous avons eus? Écoutez, je voulais déjà être content d'être participé à ce débat, mais je voulais simplement, pour résumer et pour être simple, dire que la gouvernance, ce n'est pas un effet de mode. Et ce n'est pas un jeu. L'allocation des postes, il y a des conséquences économiques. Il faut que ce soit quelque chose qui soit internalisé en nous, quelque chose qu'on doit vivre au quotidien, qui doit être naturel, parce que quand on ne le fait pas, il y a des conséquences économiques déjà, mais aussi des conséquences sur la cohésion sociale. Monsieur Daoudagba, quelle conclusion vous pourriez tirer après ces échanges-là? Merci beaucoup. Je pense que dans notre pays, un pays que nous aimons bien et pour lequel nous sommes tous conscients et nous sommes tous engagés pour son émergence à l'horizon 2020, ce pays-là a besoin d'une bonne gouvernance politique, d'une bonne gouvernance économique et d'une bonne gouvernance sociale. Cela suppose qu'il faut créer clairement la relation de cause à effet entre la bonne gouvernance et la croissance économique. Lorsqu'on parle de croissance économique, on parle de croissance à 2 chiffres, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caisses de l'État avancent bien, les institutions économiques de l'État progressent très bien, mais le point le plus important, est-ce que le citoyen lambda qui se trouve à Boboga, qui se trouve à Gbapleu-Amman, qui se trouve à Tanguelan, qui se trouve à Toroport, est-ce qu'il sent l'effet de cette croissance-là? Pour moi, c'est tout ça, la bonne gouvernance, et c'est ça l'impact de la bonne gouvernance sur la croissance, sur le développement de la société. Cela est possible à condition qu'on ait la bonne volonté de le faire, à condition qu'on soit conscient des enjeux, à condition que les gouvernants et la société civile se mettent ensemble. Comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas simple, c'est dur, mais quand c'est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Maître Zéori. J'aimerais demander si ma voix peut être entendue à chaque chef d'entreprise, à chaque tenant de responsabilité, à chaque décideur de mon très beau pays, d'avoir à utiliser sa part de pouvoir
pour agir sur les leviers de la croissance. En sorte, nous pourrions combattre la pauvreté. Parce que la pauvreté endémique, elle est d'abord la source de la malgouvernance et de tout ce qu'elle génère. Il est donc important que chacun, à son niveau où qu'il soit, puisse recruter nos jeunes, les former, et les former sérieusement sans tricher. Si on a la possibilité d'en embaucher 2, 3, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Si on a la possibilité, en tant qu'enseignant d'université, il faut faire ce pourquoi on a été appelé, dispenser le savoir-faire, parce que nous devons miser sur l'avenir. Nos parents nous ont inculqué l'envie de réussir alors qu'ils étaient simplement au village. Vous voyez, ils y ont cru. Certains parmi nous ont fait ce petit pas pour leur faire plaisir. Il y a fort à espérer que la nation peut nourrir ses enfants d'enseignement et que les années à venir pourraient nous permettre d'en récolter les fruits. Très bien, Merci votre beaucoup. message a été entendu. Pour terminer, docteur Bakary Traoré. Je pense que les Ivoiriens sont conscients du fait que la bonne gouvernance, c'est d'abord pour nous-mêmes. Nous, Ivoiriens, nous voulons la bonne gouvernance. Les autorités veulent la bonne gouvernance, les citoyens veulent la bonne gouvernance. La preuve, nous le disons tous sur ce plateau. Si, en raison de la bonne gouvernance, nous avons des appuis extérieurs, ce serait une bonne chose. Pour venir au sujet, il est évident que la croissance peut s'obtenir même si le niveau de gouvernance n'a pas atteint ce qu'on souhaite. Mais pour que la croissance soit durable, il faut effectivement que tous les indicateurs de bonne gouvernance soient bien évoluent très très bien. Donc je pense que le plus important, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, chaque citoyen comprenne que la gouvernance, ce n'est pas seulement les autorités, mais c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit savoir qu'il y a des règles, que ces règles, nous devons les appliquer. Chacun nous doit savoir qu'il ne suffit pas d'accuser les autres. C'est trop facile quelquefois d'accuser les autres, alors que nous-mêmes, nous ne faisons aucun effort pour que la situation change. Le comportement de chacun doit changer. Merci. Docteur Bakary Traoré, M. Daoudagba, M. Alain Koudou et Maître Bertin Zéhouri. En tout cas, merci d'être venu ce soir pour nous faire partager votre expérience sur la bonne gouvernance qui a forcément un effet positif sur la croissance et le développement. Elle a ses principes, ses exigences, vous avez entendu, et ses contraintes même. C'est respecter à la lettre pour aboutir au résultat qu'il faut. Il suffit de ruser avec, c'est souvent le cas, pour tourner le dos au développement. Et on en connaît les conséquences. Merci et bonsoir.